Bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa, l'émission sur les entrepreneurs et les projets prometteurs du continent. Je suis Afolake Oyinloye. Au sommaire cette semaine, la recherche scientifique a été massivement sous-financée depuis longtemps, mais le moment est venu pour les pays africains de développer leur économie en comblant l'écart scientifique avec le reste du monde. Le géant congolais de la microfinance, le Crédit Mutuel d'Afrique, s'est effondré avec plus de 300 000 € appartenant à 600 clients escroqués. La fraude en microfinance devient une plaie dans la sous-région. Quel en sera l'impact? Nous en parlerons avec un analyste financier. Et l'impact des mesures de prévention contre le Covid-19 affecte toujours les chaînes d'approvisionnement mondiales. En Afrique, la baisse d'importation des produits essentiels comme les médicaments et le gaz provoque des pénuries inquiétantes. De 2014 à 2018, la Chine et les États-Unis représentaient 63% de la croissance des dépenses en sciences. Ce sont également les deux plus grandes économies du monde. En revanche, aucun pays africain ne consacre plus de 1% de son PIB à la recherche scientifique. Le continent représente seulement 3% de l'économie mondiale. Alors, pourrait-il y avoir un lien entre l'investissement dans la science et le développement économique? C'est ce que nous allons voir. À ce jour, moins de 2% de la population des pays africains à faible revenu a été vaccinée contre le Covid-19, alors que dans les pays riches, ce chiffre est de plus de 60%. Une fracture vaccinale entre le Nord et le Sud, due en grande partie au fait que l'accès au vaccin reste inégal, et surtout au fait que les géants de l'industrie s'opposent toujours à la levée des brevets. Ainsi, le continent africain a du mal à produire ses propres vaccins et médicaments. Et dans ce domaine, les chiffres parlent d'eux-mêmes et montrent l'ampleur des disparités. Seulement 0,1% de tous les dépôts de brevets dans le monde sont faits en Afrique, contre 65% en Asie et 25% en Amérique du Nord. De plus, le continent africain n'est responsable que de 2% de la production mondiale de la recherche et de 1% des dépenses mondiales en matière de recherche. Faire de la recherche scientifique en Afrique et en vivre relève donc souvent du parcours du combattant. Le continent ne compte que 11 chercheurs par million d'habitants, tandis que les pays les plus performants au monde, comme la Corée du Sud et le Danemark, comptent entre 7 000 et 8 000 scientifiques et chercheurs par million d'habitants. Pourtant, le continent est confronté à de nombreux défis qui pourraient en partie être résolus grâce à la science, que ce soit au niveau médical avec des épidémies comme Ebola, au niveau environnemental avec le changement climatique ou même pour trouver des solutions à l'insécurité alimentaire. Même si globalement les capacités scientifiques et innovatrices de l'Afrique s'améliorent et que la plupart des pays sont désormais dotés d'un ministère de la recherche, peu d'entre eux arrivent à tirer leur épingle du jeu pour faire de la science et de la technologie un moteur de développement. Nous sommes avec le professeur Amina Gourib Fakim, première femme présidente de l'île Maurice. Bienvenue et merci de prendre le temps de nous répondre. La pandémie de Covid-19 nous a rappelé en Afrique pourquoi il est important d'investir dans la science. Presque tous les pays africains dépensent moins de 1% de leur PIB pour la recherche scientifique. Quelles sont les chances que l'Afrique devienne autosuffisante ? Pendant trop longtemps dans le paysage africain, on ne s'est pas vraiment intéressé à l'enseignement supérieur. Si nous nous penchons maintenant sur le domaine de la médecine et au développement de produits pharmaceutiques, la première question que nous devons nous poser est la suivante. Où cela va-t-il se faire? Où se trouve l'écosystème qui donnera la priorité à ce type de recherche, qui nous donnera finalement les médicaments dont nous avons besoin grâce à des partenariats en Afrique et bien sûr en dehors de l'Afrique? Nous devons donc vraiment revoir notre organisation, en particulier le paysage de l'enseignement supérieur de notre continent. Donc faisons le point sur ce que nous comprenons. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, qu'est-ce que nous comprenons en matière de recherche et de développement? Ce n'est que lorsque nous aurons répondu à cette question que nous verrons plus clair en termes de stratégie pour travailler au développement de vaccins ou de tout autre médicament d'ailleurs. Nous connaissons votre espérance que la zone de libre-échange africaine offre aux économies du continent l'opportunité de collaborer dans les sciences. Pouvez-vous nous en dire plus ?
C'est sûr et certain que l'accord de libre-échange avec l'Afrique représente une opportunité unique, du moins dans le domaine du commerce en premier lieu. Et il y a un autre domaine dans lequel nous devons également veiller à ce que la recherche soit effectuée sur le continent, la sécurité alimentaire. La production alimentaire assure-t-elle la transformation de la matière première issue de notre agriculture pour garantir la sécurité alimentaire? Ce que je veux dire, c'est que ces secteurs présentent une énorme opportunité de créer des emplois pour les jeunes et, plus important encore, assurer la sécurité alimentaire à une époque où le changement climatique est là et se manifestera par des sécheresses et des inondations. Il s'agit donc d'une grande opportunité pour notre continent. Mais bien sûr, à condition que nous prenions soin des organisations primaires d'où ces transformations peuvent venir. Et il s'agit bien sûr de l'enseignement supérieur. Comment alors combler le fossé scientifique et technologique pour permettre la production de vaccins et d'autres médicaments en Afrique? Eh bien, nous devons agir très rapidement parce que je pense que quelques centres ont déjà été identifiés et ils ont été identifiés, je pense, en raison de ce qui s'y passe déjà. Donc, si nous voulons promouvoir l'émergence de ces centres, nous devons investir. Nous devrons investir dans les personnes, nous devrons investir dans les infrastructures. Et je suis convaincue que ces centres qui ont été identifiés présentent une énorme opportunité de collaboration. Mais ils doivent bien évidemment être reproduits ailleurs sur le continent car nous en avons besoin de plus. Nous parlons de 1,3 milliard de personnes, nous visons 2 milliards d'ici 2050. C'est donc l'étape de préparation que nous devons encourager parce que les OMD n'ont pas donné la priorité à l'enseignement supérieur. J'ai personnellement le sentiment que nous avons perdu 20 ans et je pense qu'il est temps maintenant de commencer à investir et à considérer ces fonds qui vont aller dans ces espaces comme des investissements et non comme des dépenses. Merci, professeur, pour votre éclairage. Merci de m'avoir reçu. Les organismes de microfinance sont considérés comme des banques pour les moins fortunés, mais la fraude dans le secteur se répand dans certaines régions d'Afrique. Des clients au Congo ont récemment perdu plus de 304 000 €, tandis que des Nigérians ont perdu plus de 46 millions d'euros en investissement dans les microcrédits. Les détails tout de suite. Que feriez-vous si une institution de microfinance qui opère dans le pays depuis près de 10 ans promettait 200% d'intérêt sur des économies déposées après seulement 78 jours? Pour beaucoup, l'opportunité semblerait trop alléchante pour ne pas la saisir ou peut-être trop belle pour être vraie. Eh bien, au Congo-Brazzaville, 600 clients du Crédit Mutuel d'Afrique, une entreprise de microfinance qui a pris le même nom que celle agréée par l'État en 2013, ont sauté sur l'occasion à leur risque et péril. Entre mai et août 2021, l'établissement aurait collecté plus de 304 000 € de ses adhérents qui avaient investi leurs économies. Aujourd'hui, l'institution de microcrédit dit ne plus être en mesure de les rembourser. Les banques centrales sont fondamentalement la meilleure ligne de défense quand il s'agit de fraude et escroquerie financière. Beaucoup de choses peuvent arriver, mais les banques centrales s'assurent que même dans un pays corrompu, les banques ne s'en sortent pas en escroquant les gens. Malheureusement, c'est l'un des rares endroits où vous ne pouvez pas vous faire escroquer en Afrique. Alors que de plus en plus de personnes accèdent au marché financier grâce à des produits innovants comme le mobile money et les monnaies numériques, il est important d'investir également dans la sécurité des dépôts et des transactions. Lorsque le monde s'est retrouvé confiné en mars 2020, les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été massivement perturbées alors que la circulation des personnes était restreinte. Les confinements ont depuis été levés dans de nombreux pays. Cependant, l'apparition de nombreux variants ont ralenti les efforts de chaque pays pour se remettre de cette pandémie, affecté les producteurs, tandis que les réseaux de transport ont du mal à répondre à la demande. Résultat, des pénuries de biens essentiels comme le gaz au Nigeria et les médicaments à travers le continent. La pandémie de Covid-19 a ébranlé les chaînes d'approvisionnement du monde entier et les restrictions mises en place pour lutter contre le virus ont provoqué une pénurie de certains biens et services essentiels. Si l'Afrique ne représente que quelques 4% du commerce mondial, elle n'est pas à l'abri de fractures similaires dans les chaînes logistiques. Selon l'OCDE, par exemple, environ 90% de tous les médicaments utilisés en Afrique sont importés. Or, depuis le début de la pandémie, les stocks diminuent dans de nombreux pays au même rythme que les risques de rupture d'approvisionnement augmentent. Autre constat, le Nigeria qui connaît des pénuries de gaz naturel liquéfié utilisé notamment pour la cuisine. Le pays dépend des importations de GNL. Or, la réintroduction de taxes sur ce dernier ainsi que la dépréciation de la monnaie du pays ont aggravé la situation.
Par ailleurs, partout, il s'avère très difficile de redémarrer la machine logistique qui permet le transport de matières premières et de marchandises d'un bout à l'autre de la planète. Et avant de nous quitter, voici un aperçu des principales informations en provenance du continent. Cette semaine, le Nigeria est devenu le premier pays africain à émettre une monnaie numérique. Le e-Naira est construit sur la technologie blockchain pour répondre aux problèmes de contrefaçon. Mais il est important de noter que le e-Naira n'est pas une crypto-monnaie. Avec cette monnaie, des millions de Nigérians qui n'ont pas de compte bancaire mais possèdent un téléphone portable accéderont facilement aux services financiers. Le Ghana devrait emboîter le pas avec le e-Cedi. Dans le même temps, les pays du bloc régional d'Afrique australe, la SADC, ont appelé à la levée inconditionnelle et immédiate de toutes les sanctions financières contre le Zimbabwe. Le président du Malawi, s'exprimant au nom des 16 pays, a déclaré que ces sanctions prolongées avaient entravé la reprise économique, la sécurité et la croissance durable. Et le continent africain continue de faire preuve de résilience face à la pandémie de coronavirus. Les dernières perspectives du marché commercial de Boeing montrent que les compagnies aériennes en Afrique augmenteront leur flotte de 3,6% par an pour accueillir une croissance du trafic de passagers de 5,4%, le troisième taux de croissance le plus élevé au monde. Et c'est tout pour cette édition de Business Africa. L'actualité économique continue sur nos différentes plateformes Africa News et africanews.com. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.